Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufrezon et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui je reçois Guillaume Kuster, formateur en Mojo, le journalisme mobile, ou plus simplement à la vidéo mobile en général. Dans cet épisode, on va s'intéresser au métier de journaliste reporter d'images et à l'évolution des smartphones pour devenir de véritables caméras à part entière. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Salut Guillaume, comment ça va ? Salut, ça va très bien, merci de m'avoir invité dans ton podcast. Avec grand plaisir. Écoute, je te rends l'appareil puisque, pour ceux qui ne savent pas, j'ai participé à ton podcast il y a quelques mois qui s'appelle VMP. Et donc, j'avais adoré participer à ce podcast. Et donc, on va parler à notre tour dans la poche de journalisme mobile. Voilà. Ouais, ça tombe bien parce que ça rentre bien dans une poche, ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Ouais, alors je m'appelle Guillaume Kuster, je suis un ancien journaliste. J'étais journaliste une vingtaine d'années à Radio France d'abord, à France Télévisions ensuite, où j'étais rédacteur, donc j'écrivais des sujets télé. On les écrit très mal d'ailleurs parce qu'ils sont écrits pour être dits. Et j'étais par ailleurs aussi caméraman ou journaliste reporter d'images selon l'expression consacrée en France. Alternativement, puisque à France Télé, à l'époque, on pouvait pas faire les deux en même temps. Maintenant, ça a un peu évolué. Et puis, il y a 4 ans, je suis parti de France Télévisions. Et puis, j'ai créé ma boîte de formation et de conseil. Et j'ai commencé en enseignant la vidéo mobile. Donc, comment tourner, monter, transmettre de la vidéo depuis un smartphone. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé de passer de journaliste, reporter d'images, notamment, donc avec des caméras, on va dire... classique de reportage, etc., ouais. À du journalisme mobile. Comment tu as découvert cet univers ? Alors ça remonte à la sortie de l'iPhone 4, donc c'est en 2010 si je ne me trompe pas, il y a pile 10 ans, enfin il y a un peu moins puisque c'est sorti en fin d'année. L'iPhone 4 était le premier qui permettait le montage sur mobile. C'était le premier téléphone qui apportait iMovie sur les smartphones. Et j'ai halluciné qu'on puisse monter des vidéos sur un téléphone. Faut se souvenir de l'iPhone 4, hein, c'est loin de ce qu'on a maintenant. Oui, c'était mon tout premier iPhone d'ailleurs, je me rappelle très bien. Ouais, et ben moi j'avais eu les iPhones d'avant, le tout premier qui faisait même pas de vidéo, le 3GS qui faisait une pauvre vidéo VGA pourrave, qui était vraiment pas belle à regarder. Et puis l'iPhone 4 non seulement apportait une meilleure optique et puis enfin la vidéo, je crois que c'était du 720p à l'époque, peut-être même déjà de la HD, je sais plus. Et surtout cette capacité de monter sur le téléphone. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est pas pour jouer les vieux parce que ça remonte, mais c'est que je me suis pas rendu compte tout de suite, en tout cas, du parallèle qu'il y avait avec mon boulot. C'est que moi, je l'ai utilisé comme dans la pub d'Apple pour faire des vidéos de mes enfants qui faisaient de la luge, si tu veux. Oui, l'usage professionnel n'est pas venu en premier, quoi. Ben non, parce qu'il y avait un tel dédain de ce monde de la télévision pour les smartphones en disant « Ouais, mais c'est pas pro, c'est des jouets, c'est pour les amateurs. Nous on est des vrais bons gars de la télé. Et puis, on a des caméras lourdes. Tiens, soupèse-moi ça. D'ailleurs, n'en y touche pas, c'est à moi. » Donc, c'était... J'ai pas réfléchi tout de suite. Et puis, j'ai montré ça à un copain monteur qui était un fondu aussi d'Apple et un type qui avait fait la queue avec moi à Strasbourg pour acheter le tout premier iPhone devant la boutique Orange. Tu faisais partie de ceux-là. Et oui, je me souviens très bien de gens qui se sont arrêtés en disant je veux faire une photo de ces gens qui attendent pour un téléphone. Et c'était à l'époque où on n'avait pas de smartphone forcément parce que c'est le premier et c'est dommage que je n'ai pas d'appareil photo. Ça c'est une phrase que tu n'entends plus aujourd'hui. donc tant mieux d'ailleurs parce que mais on était, je sais plus, 200 personnes à attendre la sortie de l'iPhone. Et donc ce type qui était avec moi, je crois qu'il a aussi acheté un iPhone 4 à ce moment-là. Et puis on était ouais, c'est génial, c'est super, regarde ce que j'ai fait. Et puis on est en train de monter un sujet télé. Et on s'est regardé comme des cons et on s'est dit, oui, pourquoi on bosserait pas avec ça ? Et on a commencé à faire des images en loose day. Alors, il faut se rappeler du contexte parce que c'était parfaitement inconcevable qu'on diffuse des images d'un smartphone à la télévision parce que c'était pas broadcast, qu'il n'y avait pas les bons tuyaux pour faire ça. Aujourd'hui, il y a des images de smartphone dans tous les JT. On va en reparler de ça. Ouais. Toutes les éditions. Mais à l'époque, il y avait un vrai blocage psychologique sur non, c'est pas professionnel. Un peu
comme au tout début de la DV pour les vieux comme moi qui se souviennent de ça, mais l'apparition de la DV, moi je me souviens de discours aussi à l'époque qui disait que la DV et la GoPro, on pouvait pas le diffuser parce que c'était pas assez bien. Et c'était la même chose au smartphone, donc on faisait des trucs en loose day, où on allait faire des images, où on essayait des trucs... dans des endroits inaccessibles ou des choses où on pouvait pas rentrer des caméras parce qu'on n'est pas le droit, et puis et c'est comme ça qu'on a fait passer un peu l'idée que c'était possible parce que les gens venaient derrière, mais on le faisait vraiment en cachette. Oui, c'était pas du tout un choix de ta rédaction, de ton média à l'époque de tourner avec un smartphone, pas du tout. Non, absolument pas. Pour tout te dire, France Télévisions aujourd'hui en 2020 est en train de déployer les premiers kits qu'ils appellent UTS, unité de tournage au smartphone, estampillés France Télévisions, avec un tampon, avec une procédure, avec des formations qui vont avec. Donc ça a mis 10 ans parce que c'était une révolution culturelle, même si à France Télé, on a formé des gens dès décembre 2014, enfin pas complètement à côté de la plaque non plus, si tu veux. Au contraire, il y avait une curiosité, mais à l'époque c'était trop tôt. Et puis nous on avait un peu cet esprit un peu frondeur, où on avait envie d'essayer des choses, et puis tant pis si ça passait pas et si ça cassait, parce que c'était le genre de choses qui était susceptible de déclencher des grèves. Faut se rendre compte de ça, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. À ce point-là, d'accord. Ouais. Mais ce souci, comme tu disais, ça rentre pas dans les tuyaux, c'est un souci psychologique. Quel était le problème exactement pour une rédaction comme France Télé d'avoir des images tournées au smartphone? Qu'est-ce qui les empêchait de diffuser quelques images dans un reportage, si vraiment, si vous aviez fait des images parce que la caméra rentrait pas dans un endroit ou autre? Quel était le problème pour les diffuser exactement? Donc, l'histoire a montré que c'était des raisonnements qui n'ont pas tenu longtemps, puisqu'on a très vite utilisé ça. Puis je crois que les attentats aussi, malheureusement, ont prouvé que le smartphone était de loin la première source d'information sur ce genre d'événements imprévisibles, et que la valeur intrinsèque de l'image dépassait largement, la valeur intrinsèque de l'information, dépassait largement la qualité de l'image. C'était un blocage de position sur les métiers, sur l'image, c'est le travail des JRI, des caméramans, et puis un caméraman, ça travaille avec une grosse caméra, point barre. Je pense qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin, c'était vécu comme une menace. C'était vécu comme une menace parce que, de leur point de vue, puisque c'est tellement facile, n'importe quel clampin va pouvoir faire de la vidéo et donc me prendre mon boulot. En gros, je résume vraiment beaucoup. Mais l'état d'esprit, c'était un peu ça. Ils avaient réussi à écarter la précédente menace qui était celle des caméras DV, des GoPro, des trucs comme ça. Et puis, c'est arrivé là. Je pense que personne ne se rendait compte non plus, parce que 2010, ça paraît récent, mais c'est très loin dans l'histoire du smartphone. C'était pas encore ce que c'était aujourd'hui. Ça coûtait très cher encore un abonnement à la 4G quand il y en avait. Il n'y en avait pas forcément partout. Je me demande d'ailleurs s'il y en avait tout court. Oui, je suis même pas sûr. Je crois pas. Et puis, moi, je me souviens d'avoir eu des factures à 150 balles mensuel, parce qu'il y avait de l'utilisation de données qui était facturée extrêmement cher. Donc le smartphone ne représentait pas encore la révolution que c'est devenu, et donc tout le monde, c'était un objet de luxe à l'époque. Et donc les gens s'imaginent pas que tout le monde aurait ça dans sa poche à un moment, ou en tout cas pas rapidement. Et que donc ce serait une vague, un tsunami qui serait inopposable. Le fait de faire de l'image avec un smartphone, c'était tout nouveau, parce que c'était le premier modèle qui permettait de faire ça avec une qualité acceptable, et puis et du montage derrière. Et je pense que oui, ça a été simplement vécu comme une menace. Mais nous, on s'en foutait, parce qu'on faisait nos trucs en loose day, et puis on ramenait des infos. Alors c'était pas des trucs spectaculaires, mais c'était des choses, tu vois, du genre un démantèlement d'usine, où ça s'était vu à l'époque, où tu as des patrons qui profitaient de la nuit pour aller prendre les machines, les transporter en Pologne ou ailleurs, contre l'avis des syndicats et des salariés. Tu filais un smartphone à un syndicaliste et tu avais les images des mecs qui prenaient les palettes de machines-outils pour les balancer. Donc c'était un véritable outil pour ramener des images que vous n'auriez pas pu avoir avec une grosse caméra, qui n'aurait pas été du tout discrète à ce moment-là, et facile à caler à un endroit, quoi. Voilà.
Un peu le même truc qu'avec l'arrivée des appareils réflexes ou des hybrides, on va dire, où quand des personnes ont commencé à faire des vidéos institutionnelles, des vidéos un petit peu sympas, on a vu notamment au début les youtubeurs qui commençaient à filmer avec des réflexes. Ça a été très mal perçu par les professionnels de l'image, de la vidéo, qui voulaient pas utiliser ces appareils-là et qui voulaient avoir leur grosse caméra parce que c'était mieux. C'est un peu le même principe. Là, le smartphone a été dénigré dès le départ. Et puis au final, on se rend compte que c'est pas si mal que ça. Et en plus, avec les années qui passent, la qualité vidéo s'améliore. Donc c'est tout à fait exploitable. Et puis c'était aussi un moment où il y avait un outil pour une tâche. C'était très clair. Si tu voulais faire du cinéma, tu avais une caméra film. Tu voulais faire de la vidéo, tu avais une caméra broadcast du genre une Sony Beta SP ou Beta SX à l'époque. Et c'était marre. Aujourd'hui, on a tellement de possibilités de faire de l'image qui bouge, de capter ça, qu'on a des outils qui sont spécialisés sur chacune des tâches. Toi, tu tournes avec un Canon, un DSLR de temps en temps. Tu tournes avec un smartphone de temps en temps. On voit des youtubeurs qui tournent avec des caméras RED 8K parce qu'ils ont le blé et puis qu'ils veulent avoir la meilleure qualité possible. On voit des réalisateurs qui utilisent des smartphones pour faire des longs métrages. Enfin, on a plein d'outils différents possibles pour raconter des histoires. Et à l'époque, on était encore dans ce paradigme où tu as une tâche égale un outil et on peut pas faire autrement, sinon ça bug dans la tête, quoi. Et c'était vraiment ça, c'était un bug dans la tête. C'est pas possible de faire avec ça parce que c'est pas comme ça que ça marche en gros, quoi. C'est un peu, on a toujours fait comme ça. Enfin, c'est ce genre de logique. Le changement est compliqué en général. Ouais. Ouais. Et donc tu me disais que tu utilisais le smartphone pour faire des images, mais est-ce que tu faisais uniquement des images ou est-ce que tu l'utilisais aussi pour faire des voix off, pour faire des interviews, ou alors ça c'est arrivé après et avec d'autres accessoires? Non, ça c'est venu après avec des autres accessoires. C'est-à-dire qu'au départ, on s'amusait, on faisait beaucoup de tournage du tournage aussi pour se marrer, parce qu'on s'amusait quand même bien en tournage. Donc on voulait garder une trace de ça, et puis on faisait nos montages, nos home vidéos, si tu veux, qu'on ressortait du tiroir de temps en temps pour se marrer. Donc ça servait à ça, et puis on se rendait compte qu'on acquérait une compétence aussi au tournage, et puis parce qu'on connaissait pas, on dessinait les limites de l'appareil aussi. Une des premières choses, tu parlais d'accessoires, une des premières choses quand on a montré, on a prouvé quelques fois qu'il était possible de tourner avec ça, en gros le réflexe c'était bon les mecs, maintenant on va se relever les manches, les mecs et les filles d'ailleurs, on va se relever les manches et puis on va accessoiriser tout ça pour que ce soit professionnel, quoi. Donc j'ai des photos de sacs qu'on avait constitués à l'époque où tu avais une foule de trucs incroyables, quoi, hein, genre des compléments optiques, parce que ça commençait à apparaître sur le marché, des compléments optiques, des kits HF professionnels qu'on utilisait sur des caméras, qu'on a ressoudé les câbles pour pouvoir les adapter à un smartphone. Des trucs bricolés, soudés, mais un sac de, je sais pas, 4 kilos. Ah oui, donc aussi gros quasiment que la caméra d'avant. Mais ouais, parce que alors à l'époque, c'était quand même 20 kilos. La caméra, c'était 10, t'avais bien un sac de 5-6 kilos, plus le pied, même s'il était en carbone, il faisait son poids, le Zartler ou les Vinten, les gros pieds de télé. Voilà, donc on a cherché à accessoiriser et à reproduire ce qu'on connaissait de la caméra. On voulait substituer la caméra avec le smartphone, et finalement c'était une impasse et on s'en est rendu compte après en apprivoisant l'appareil, en se disant que c'est bien pour certains trucs, que c'était en aucun cas un remplacement. Et après on a commencé à formaliser ça et à faire de la formation à l'intérieur de France Télé 4 ans plus tard. Quelles sont les applications aujourd'hui que tu peux recommander pour des gens qui font du journalisme mobile ou de la vidéo mobile tout simplement? Alors, il y a le couple qui est là depuis quelques années maintenant, 3 ans, qui est quasiment indétrônable sur iOS en tout cas, qui est Filmic Pro pour tourner et puis LumaFusion pour monter. Si vous avez un Android, c'est du côté du montage que ça pêche, et l'application la plus performante aujourd'hui est une appli qui est aussi biplateforme, qui marche aussi sur iOS, qui s'appelle KineMaster. Donc ces applis-là, c'est vraiment la base, parce qu'elles permettent d'avoir un degré de contrôle de l'image avec Filmic Pro lorsqu'on va aller acquérir l'image et de montage avec soit Luma soit KineMaster qui est nécessaire quand on veut être sûr de l'histoire qu'on raconte et de la manière dont on raconte cette histoire-là.
Après, il y a plein de sous-catégories d'applications selon ce qu'on veut faire. Il y a des applis qui permettent de stabiliser l'image, comme Emulsio par exemple. Il y a des applis qui vont permettre de rajouter des filtres à la Snapchat, à la ce que tu veux, pour obtenir des effets. Donc ça va plus constituer, c'est un one-shot app qu'on va utiliser pour faire un effet sur un plan, qu'on va exporter dans la photothèque, dans la pellicule, et qu'on va réimporter après dans ou piocher depuis la photothèque de son appli de montage. Donc il y a beaucoup d'offres en ce moment, depuis quelques années, sur la vidéo dans l'App Store, mais les deux applications fondamentales vers lesquelles on revient systématiquement, en tout cas sur iOS, c'est Filmic Pro et puis LumaFusion. Filmic Pro parce qu'elle permet vraiment un degré de contrôle intéressant sur l'image, pas uniquement l'exposition et puis le point, ce qui est déjà très bien de pouvoir faire ça manuellement avec des vrais bags comme sur une caméra pour ceux qui sont habitués à la caméra, ou pas si on ne sait pas et qu'on n'a pas envie, on peut le faire avec des réticules, des petites formes qu'on va déplacer en disant je veux que ça ce soit net, je veux que ça ce soit bien exposé. Mais au-delà de ça, on peut agir sur la colorimétrie, on peut aussi tourner, et ça c'est absolument pas permis par l'application native, on peut utiliser des profils de colorimétrie. On fait un tournage qu'on appelle plat, c'est-à-dire que quand on regarde l'image, elle paraît grisâtre, c'est presque l'équivalent du RAW en vidéo, et on va appliquer après au montage des profils colorimétriques dans LumaFusion pour donner des effets cinéma un peu brumeux, un peu orangé, un peu bleuté, un peu ce qu'on veut, en téléchargeant ce qu'on appelle des LUTs, qui sont des fichiers de calibration colorimétrique. Donc c'est des fonctions qui sont très peu, qu'on trouvait uniquement sur des caméras ou des DSLR haut de gamme, les capacités de tourner dans ces formats-là, qui sont maintenant accessibles sur un smartphone. Donc, et puis, ce sont des apps qui ont trouvé leur modèle économique, qui sont là depuis un moment. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ni l'une ni l'autre n'a versé dans l'abonnement pour l'instant. LumaFusion, oui, ce sont uniquement des paiements en une seule fois qui te permettent d'avoir une licence à vie en fait. Alors pour combien de temps on ne sait pas, mais Filmic, ça fait bien 7-8 ans qu'ils sont sur le marché, et puis ils ont réussi à faire des choses régulièrement. Moi j'ai dû payer pour Filmic il y a 7 ans et jamais plus depuis, et j'ai toujours eu des nouvelles fonctions, ou alors j'ai une mémoire foireuse et je me souviens pas si peut-être j'ai dû payer une nouvelle version incrémentale, genre la version 6 ou un truc comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que ce sont des investissements. Alors oui, c'est 40 €. Quand je dis en formation, là il y a des applications pro, si vous voulez, c'est 40 €. Les gens sont presque choqués. Ah oui, attends, mais 40 €, c'est quand même beaucoup pour une application sur un téléphone. Ouais, mais il faut le comparer après aux 350 balles d'un Final Cut ou aux 1000 balles d'un... Ouais, c'est ça. Alors en fait, ce qui choque les gens, c'est le fait que ce soit une application qu'on a sur un petit appareil qu'on a dans la poche, justement. Ouais. Et alors qu'au final, c'est une sorte de logiciel surpuissant qui permet de faire des trucs extraordinaires. Et au final, si ça devient votre métier, ou que c'est vraiment pour des projets importants et que vous arrivez à sortir quelque chose que vous pouvez facturer derrière ou qui vous sert dans votre boulot, c'est très vite rentabilisé comparé à un logiciel de montage payant clairement, que vous allez avoir sur un Mac ou un Windows d'ailleurs. Ne serait-ce que la suite Adobe, il faut sortir 60 balles par mois pour avoir exactement. Premiere et After Effects et encore. Donc pour répondre à ta question, c'est vraiment ces deux applications qui ont changé l'industrie, et puis qui sont... Après, il y a plein d'applis gadgets, il y a plein de sites ressources pour aller voir ces applis-là. Il y a un fou furieux anglais qui s'appelle Mark Settle. Je ne sais pas si tu as des notes d'épisodes d'ailleurs avec des liens pour... Oui, bien sûr, je pourrais. On fera un récap à la fin et je laisserai tous ces liens en description, évidemment. Donc, il y a un fou furieux anglais qui bosse à la BBC qui essaie toutes les apps qui sortent en audio, en vidéo, qu'il est intéressant de suivre sur Twitter. Donc, Mark Settle, ça vaut le coup. Et puis, il y a l'excellent site aussi de mon copain Laurent Close, videoonline.info, qui donne de très bonnes ressources. Il y a à la fois des tests de matériel, des tests d'application, et ce sont des choses sur lesquelles il est très au point. Donc, il y a plein de sous-genres. Après, c'est difficile de faire des listes détaillées, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais selon l'effet recherché, comme le disait la pub à l'époque, il y a une app pour ça. Ok, ouais. Donc s'il y a deux applis à retenir, c'est Filmic Pro et LumaFusion, qui sont les deux principales, et après le reste c'est
un petit peu à chacun de farfouiller dans les App Store pour trouver son bonheur, quoi. Ouais, après il y en a une qui est récente et qui est intéressante, qui marche alors pour l'instant uniquement sur une sélection d'iPhone à partir de l'iPhone 10S, 10R, 11 et 11 Pro, donc en gros les quatre plus récents, qui s'appelle Double Take, qui est fait par les mêmes que Filmic. Et Double Take te permet de choisir parmi les 3 ou 4 optiques que tu as sur ton téléphone, quel flux tu veux enregistrer simultanément. Donc c'était ce qui avait été promis pour les fans d'Apple qui écoutent, qui ont peut-être vu pendant la dernière keynote qu'il y avait une démonstration sur scène de cette fonctionnalité. Filmic, finalement, plutôt que de le sortir d'abord dans l'application Filmic Pro, a créé une nouvelle app qui s'appelle Double Take et qui va permettre, c'est assez extraordinaire, c'est d'enregistrer simultanément comme si tu avais 2 caméras, 2 angles différents. Donc tu peux très bien enregistrer ta caméra selfie en même temps que la caméra ultra grand angle ou grand angle qui est derrière ton téléphone ou même le télé si le téléphone en question est un iPhone 11 Pro et on a 2 flux en HD, 2 fichiers qui ont pris la prise en simultané. Ouais, on peut faire une sorte d'interview avec une personne de chaque côté du smartphone et avec un seul appareil. Ouais, ou même 2 cadres d'ITV où on va avoir par exemple un ultra grand angle et puis un télé, et puis on pourra passer de l'un à l'autre sans perdre de qualité pour varier les angles lorsqu'on va couper l'interview par exemple. Alors c'est pas optimal parce que les caméras sont l'une à côté de l'autre, et donc si on avait dû cadrer indépendamment l'un et l'autre plan, on s'y serait sûrement pris autrement que le résultat final offert par Double Take, mais c'est déjà ça. Puis on peut toujours recadrer un tout petit peu, quoi. Comme tu l'as dit, ces applications-là, elles permettent d'avoir des fonctionnalités professionnelles. Mais est-ce qu'au niveau de la qualité de l'image, on n'a pas on va dire un petit manque de netteté, de piqué à cause de la taille du capteur qui est vraiment minuscule finalement? Alors tout dépend ce à quoi l'on compare. Mais... ce qui est fulgurant, enfin ce qui a été fulgurant, sont les progrès qui ont été réalisés dans la qualité des optiques, des capteurs et de l'intelligence artificielle qui va traiter l'image derrière sur les smartphones ces 10 dernières années. Quand on regarde des images de l'iPhone 4 et les images de l'iPhone 11 Pro par exemple, ou du Samsung S10, c'est étonnant, et il y a des budgets de recherche et développement colossaux qui ont été mis dans ces fonctions-là, parce que quand on a un nouveau téléphone qui sort sur le marché, que ce soit chez Huawei, Samsung, Apple ou les autres, la première chose dont on vous parle dans les pubs et sur les affiches géantes sur les monuments à Paris ou ailleurs, c'est la qualité de l'optique et des photos, des images qu'on va pouvoir faire avec. Donc moi, j'étais extrêmement surpris en touchant l'iPhone 11 Pro cette année, comparativement à son prédécesseur, le 10S, de voir le bond en avant qui a été fait, notamment en basse lumière, en images et en vidéo, sur la qualité, le piqué de l'image, justement. Alors évidemment, si tu compares ça à un tournage avec une RED 8K, ça va pas être pareil, mais c'est pas le même budget non plus. Si tu compares ça à une Canon C300 et puis une optique qui ouvre et qui a un beau piqué, qui est fermé à 8 pile poil comme il faut, ce sera pas la même chose, même si on commence à atteindre les limites de la résolution du verre de ces optiques-là. Je sais pas si je suis trop technique dans ce que je dis, mais je pense que dans les auditeurs, on a quelques passionnés de photos et de vidéos, donc ça doit parler un petit peu. Ce que j'essayais de dire, finalement, c'était simplement que la qualité est suffisante pour la plupart des usages aujourd'hui. C'est que les images qu'on peut sortir d'un téléphone sont bluffantes. Encore aujourd'hui, là, je suis à Marseille pour donner des cours à l'école de journalisme, et puis justement pour former les étudiants au tournage au smartphone. Ils m'ont sorti, ils ont fait une série de courts-métrages aujourd'hui, parce que c'est toujours plus marrant de faire des courts-métrages que des sujets de télé. Où l'image dans les bonnes conditions d'éclairage est juste bluffante, quoi. On a regardé ça sur un projecteur HD qui avait une bonne résolution dans une salle sombre sur un grand écran, et il y a vraiment de très très belles images. Après, ce que j'essaie de dire, c'est que les belles images qu'on vous montre dans les pubs d'Apple ou de Samsung sont réalisables sans trop d'efforts. C'est ça qui est assez incroyable, parce que il y a certes des limites physiques, parce que tu l'as dit, les capteurs sont petits, les optiques sont petites.
limites et que donc on peut pas faire de miracle avec la physique. En revanche, ils sont en train de réussir à en produire des miracles avec le traitement numérique qui est fait derrière. Quand Phil Schiller disait sur scène lors de la dernière keynote d'Apple qu'il y a 1 milliard d'opérations qui est réalisé à chaque fois que vous prenez une photo avec un de ces iPhones de dernière génération, 1 milliard d'opérations de traitement et d'amélioration de l'image, sur la dynamique de l'image, sur plein de paramètres. Ce sont des choses que les appareils photo aujourd'hui dits conventionnels, Canon, Nikon et consorts ne font pas, parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire logiciel et en développement de puces de traitement, et qu'ils n'ont pas les ingénieurs pour faire ça. Donc ces limites physiques existent, tu as raison de les souligner, mais de plus en plus elles sont compensées par l'extraordinaire puissance de calcul qui se trouve embarquée dans nos poches avec ces processeurs. Et ça c'est assez spectaculaire. Donc oui, ce sera pas aussi bien qu'une super caméra RED 8K avec une optique machin, mais ça vaut 300 000 balles. Et ton téléphone, même un iPhone Cher ou un Samsung S20 qui a été annoncé là récemment aussi, cher aussi à, on va dire, 1300 1400 balles. Ouais, c'est ça. Tu feras des choses qui seront très acceptables et très sympas, à condition de savoir ce que tu fais. Pour revenir au journalisme mobile, tu me disais au tout départ que tu as commencé en faisant des images, etc. Aujourd'hui, quelle est la réalité du terrain? Qu'est-ce que font les journalistes, les JRI notamment, quand ils partent avec un smartphone? Déjà, est-ce qu'ils ont des micros? Est-ce qu'ils ont des lumières? Est-ce qu'ils ont des trépieds? Est-ce qu'ils ont tout ça avec eux? Et qu'est-ce qu'ils font concrètement? Alors, ça dépend pour qui ils bossent. Aujourd'hui, tu as des chaînes, par exemple, comme le BFM Paris, qui fonctionnent uniquement à l'iPhone pour les reportages. Tu as une chaîne de télé en Suisse qui s'appelle Les Mans Bleus, qui fonctionne uniquement avec des iPhones tout court. C'est-à-dire que même leurs studios, ce sont des iPhones. Il y a une chaîne en Égypte qui vient de se monter, où c'est uniquement des iPhones pour le studio, pour leur reportage. Ce qu'ils font avec, quand on regarde le cas de BFM Paris, par exemple, qui a choisi en gros de trouver un modèle économique viable pour une chaîne locale qui n'a pas besoin d'être subventionné. Ce qui est le cas de la plupart des télévisions locales. Quand tu regardes le câble opérateur du coin à Nevers, tu as une chaîne locale qui va faire 2 heures de programme par jour et encore, qui va tourner en boucle, et puis c'est largement subventionné par la mairie ou par le conseil départemental. Parce que la télé, ça coûte cher à faire. Et le pari du groupe Next, ça a été de dire, nous, on va faire une télé sur Paris qui coûte pas cher à faire parce qu'on utilise du matériel qui est moins cher à acheter et à maintenir ou à utiliser, et puis en utilisant aussi des jeunes journalistes corvéables à merci. Et surtout, je rajoute une chose, on a besoin de beaucoup moins de personnes pour faire un reportage. Oui. Là où avant il fallait le cadreur, le mec qui porte le trépied, le gars qui porte la lumière et le perchman, plus à la limite ça, le journaliste en lui. Ouais, mais c'était à peu près ça. Et encore, il y a quelques années, quand j'étais sur des salons high-tech, je voyais France Télé ou d'autres où ils étaient au moins 3 ou 4 pour faire un sujet. Ouais. Ça a beaucoup changé. Et maintenant, justement, comme tu disais, ces jeunes journalistes partent la plupart du temps tout seuls pour faire un sujet. Ouais, alors c'était déjà le cas avant l'arrivée des smartphones sur des chaînes comme iTélévision à l'époque, et puis même BFM où ils partaient seuls. Ils étaient, à France Télé, on les appelait gentiment les hommes orchestres parce que ils arrivaient toujours fatigués, généralement un peu à la bourre, pas toujours. Il y en avait qui nous dépassaient, même s'ils étaient seuls. Et ils portaient ce lourd pied, cette lourde caméra tout seul. Mais c'est vrai que le pari de BFM Paris, pour revenir à eux, donc c'est distinct de BFM TV. C'est vraiment une chaîne locale à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Il ne tourne qu'à l'iPhone, et effectivement, l'iPhone est dans une nacelle, il y a une lumière, il y a un micro mince sans fil qui est branché via une interface audio sur l'iPhone. En fait, c'est devenu un kit de tournage. Les téléphones qu'utilisent ces journalistes ne sont jamais dans leur poche. Ils sont toujours dans leur nacelle. Ils prennent ça comme ils prendraient une caméra, et puis ils ont un autre téléphone pour que leur rédacteur en chef, qui a besoin de les appeler tous les quarts d'heure, puisse être satisfait. Donc
une manière de dupliquer en fait la fonction de la caméra classique broadcast, c'est qu'on va utiliser un smartphone, mais avec les avantages aussi du smartphone qui sont l'envoi immédiat du contenu, la capacité d'être en direct rapidement sans avoir besoin d'avoir un accessoire autour, parce qu'avec une caméra de télévision, il faut soit un émetteur 4G, en gros un modem 4G que tu mets au cul de la caméra derrière la batterie, soit il est branché à un autre truc via un câble ou une fibre ou un truc comme ça. Là, c'est juste l'iPhone qui sert de point de diffusion, et puis on peut faire des plateaux tout seul, etc. Bref, ils ont réussi à trouver ce modèle économique, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de l'étendre ailleurs en France, en ouvrant 3 autres antennes, à Lyon dans le sud, et je sais plus où est la dernière, et en créant des chaînes locales qui viennent à un moment où France Télévisions est en train aussi de créer des chaînes locales de plein exercice. Plein exercice, ça veut dire qu'elles émettent 24 heures sur 24, plutôt que d'être un décrochage régional dans un programme national. L'ambition là maintenant, c'est de transformer le réseau France 3 dans un réseau régional qui fait des décrochages nationaux, un peu sur le modèle allemand, si ça parle à quelqu'un. Et donc, il y a une redistribution des cartes qui se fait notamment via le smartphone, parce que le modèle de France Télévisions, c'est NOA, qui est une chaîne en Nouvelle-Aquitaine, donc NO pour Nouvelle et puis A pour Aquitaine, qui repose aussi beaucoup sur l'utilisation du smartphone pour faire des reportages. Et là aussi, c'est une logique de kit de tournage qui est en train d'être mise en place avec des valises qui contiennent l'iPhone qui est dans une nacelle, avec très peu d'applications sur le téléphone pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc on applique les mêmes logiques industrielles que celles qu'on a appliquées pour les caméras de télévision. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est un appareil polyvalent, le smartphone, mais on le met dans une boîte pour en faire, et on vire le max d'applications possibles pour en faire un outil qui répond à une tâche, à un besoin. Donc c'est intéressant comme démarche, parce que ça montre aussi que les besoins de la télévision n'ont pas beaucoup évolué, et qu'ils ont besoin d'avoir un outil qui puisse être utilisé par tout le monde, que ce soit interchangeable, pas que ce soit un truc personnalisé à mort avec un type qui sait utiliser les 47 applications qu'il a passé du temps à trouver, à tester, etc. Et que quand c'est un autre, ça marche pas. Oui, il faut que chaque journaliste respecte un process pour faire son sujet avec les mêmes applications, les mêmes réglages, pour que ce soit compatible avec tous les autres JRI. Mais ça c'est le monde de la télévision en fait, qui s'est emparé de l'outil. Donc c'est quelque chose qui roule, parce que pour les raisons qu'on a évoquées, parce que rapide, facilité de mise en œuvre, c'est relativement facile d'apprendre à l'utiliser, c'est assez facile de tourner avec, on peut monter dessus, ou au moins faire un rough cut, prédécouper les sujets. C'est ce qu'ils font à NOA par exemple, c'est qu'ils prédécoupent, ils font pas monter les gens sur les téléphones, ça retourne à la station et c'est monté à la station après. Et puis après, il y a des gens qui montent leurs propres médias, et puis qui utilisent des smartphones, en tout cas au début, pour le faire. Et là, c'est plutôt le côté un peu artisanal ou geek, j'allais dire, où on cherche pas à industrialiser quelque chose, on va chercher à faire le plus de choses possible avec le même appareil, et puis on le remet dans la poche après, parce qu'accessoirement, c'est son téléphone. Je reviens sur un des points potentiellement qui était bloquant il y a quelques années. Je sais pas si ça a beaucoup évolué. C'est l'audio par rapport au smartphone. Ouais. Je sais que souvent on disait le problème avec les smartphones, bon, ils font des bonnes images, mais pour avoir un son de qualité, on a du mal à trouver les bons outils pour le faire. Est-ce que maintenant il y a des solutions pour ça ? Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. L'audio, c'est le plus difficile. Mais c'est le plus difficile en télé aussi, et puis je crois en cinéma aussi. Je m'y connais pas des masses en cinéma, mais c'est... Donc oui, il y a eu des progrès. Là où c'est intéressant, c'est que du côté marché consommateur, donc amateur, on va dire, consumer, il y a des solutions qui sont arrivées avec des micros sans fil qui sont utilisables sur les smartphones, notamment chez Samsung ou chez Rode. Chez Rode. Rode a sorti le Wireless Mic Go qui coûte moins de 200 €. Je crois qu'il est à 180 € TTC maintenant sur des sites de commerce bien connus. Et ces solutions-là sont intéressantes parce que... Mais c'est la moitié du chemin. C'est intéressant parce qu'on se libère du fil. C'est que pendant 10 ans, en fait, si on voulait avoir un son à peu près potable, on branchait un micro-cravate sur son téléphone.
Et on avait oui, là, tout l'intérêt, c'est de passer en sans fil, évidemment. Voilà, et on avait un fil à la patte. Et aujourd'hui, on a des solutions qui sont pas chères, qui sont beaucoup moins chères, faut se le dire, que les solutions sans fil traditionnelles. Il y a encore 5 ans, un bon kit avec une bonne capsule HF, même pour un DSLR ou pour une caméra, t'en trouvais pas à moins de 2000 balles. Et là, on a divisé le prix par 10. Alors, c'est pas les grandes marques comme Sanken, Tram pour la qualité des micros, mais c'est tout à fait potable pour quelqu'un qui en a un usage semi-pro ou amateur. Et ça ça enlève aussi une épine du pied de la personne qui tourne, puisqu'on n'a pas à gérer les fréquences des kits HF, puisque tout ça utilise les fréquences de Wi-Fi du 2,4 GHz. Donc, ce que ça veut dire en gros, c'est qu'on allume les deux machins, ils se parlent et ça marche. Alors que des kits HF Pro, il faut être sûr de ne pas être sur la même fréquence que les voisins. Selon la ville ou le pays dans lequel on tourne, c'est pas les mêmes fréquences qui sont autorisées, donc il faut peut-être changer des cristaux à l'intérieur. Enfin, c'est un beau bordel, quoi. Donc tout ça a simplifié, ça a apporté une meilleure qualité dans les tournages mobiles, parce qu'on a eu la liberté de tournage qu'offrent les micros sans fil. Ce qu'on attend encore, c'est la suppression du récepteur audio. C'est qu'aujourd'hui, même pour des micros sans fil, on a besoin de brancher sur le port Lightning ou USB-C ou encore mini jack s'il en reste un sur le téléphone, un récepteur qui va aller capter le signal de l'émetteur sur lequel est branché le micro et qui va traduire ce signal en signal audio qui va rentrer dans le téléphone. Et le problème, c'est que ce récepteur, il faut le mettre quelque part. Il faut l'ajouter sur la nacelle avec le téléphone, c'est ça ? Quand on a une nacelle, oui, mais si tu vois un Rode Wireless Go par exemple, ça doit peser 30 grammes, ça pèse rien, donc ça justifie. Oui, mais c'est chiant. Oui, mais c'est chiant. Donc soit t'as le truc qui pendouille. Alors ce que je fais, moi je prends, il y a une petite pince dessus pour l'accrocher à la ceinture, je me mets la petite pince autour de la dernière phalange du petit doigt par exemple, tu vois. Mais ça, ou alors je le clip sur la manche de la chemise. Mais c'est vrai, mais bon, système D c'est depuis le début, donc on est habitué. Ouais. Mais peut-être que la prochaine norme Bluetooth nous permettra enfin de supprimer le récepteur. Aujourd'hui, ça marche pas, le son en Bluetooth, parce qu'il y a un problème de latence qui n'est pas fixe. C'est qu'il y a un décalage qui peut aller à plusieurs secondes entre le moment où la personne parle et le moment où le son est enregistré. Ce qui pose problème, puisqu'on filme la personne au moment où elle parle et le son vient plus tard. Donc, c'est deux synchros de base. Et en plus, cette latence est fluctuante. Donc, même au montage, il suffit pas de décaler la piste son d'une seconde et c'est réglé, puisque ça peut changer si l'interview est assez longue pour que cette latence varie. Mais il y a des boîtes qui bossent sur la solution. J'ai là à côté de moi un prototype d'un truc qui s'appelle le MicMe Pocket, qui est une boîte australienne d'anciens ingénieurs de DAC-AG, donc la marque d'audio, de casque et de micro autrichienne, qui ont développé ça, qui est un enregistreur qui va faire la resynchronisation a posteriori. Donc, il n'y a pas de récepteur sur le téléphone, on a juste un micro, mais il va falloir resynchroniser le son après pour être un peu comme le Sennheiser. Le Memory Mic dont on avait parlé ensemble. Dont on a parlé dans VMP, oui. Et puis donc c'est en train d'arriver, mais ils sont obligés de faire des hacks comme ça parce que la norme en tant que telle, elle permet pas de transmettre le son aussi vite que l'image est captée, et donc il y a une latence, un décalage, puisque le Bluetooth c'est pas fait pour ça. Et les gens me disent oui, mais pourtant il y a des casques audio Bluetooth, on peut parler dans nos oreillettes et les gens nous entendent en même temps. Oui, mais c'est des qualités sonores qui sont pas acceptables pour la vidéo, parce que c'est des fichiers, enfin des streams qui sont très très légers, genre à 16 kHz quand nous on veut du 48 kHz. Bon voilà, donc c'est pas une qualité suffisante pour la vidéo. Je crois qu'on a couvert une bonne partie du métier de journaliste mobile avec toutes tes explications. En plus c'est assez technique, on voit que tu maîtrises le sujet à fond, donc ça c'est super cool. Où est-ce qu'on peut assister ou à se rendre à des formations pour justement s'initier au journalisme mobile? Est-ce que c'est
forcément en région parisienne? Est-ce que c'est partout en France? Est-ce que tu as un lieu spécifique où tu fais tes formations? Comment ça marche? Moi, je fais toujours mes formations sur l'implantation du client. Donc, je viens voir les gens et moi, j'aime bien travailler en fonction des besoins, et les formations sont adaptées. Par exemple, des gens ont un projet en disant nous, on veut faire tel type de choses. Je sais pas, une collectivité qui veut lancer une chaîne sur les réseaux sociaux, par exemple. La technique de la vidéo mobile, c'est bien, mais ce qui est plus intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on raconte et comment on le raconte. Et c'est de plus en plus ce que je fais, au-delà des tâches techniques qui restent intéressantes, mais d'apprendre à manipuler le téléphone, ça va relativement vite. Le plus difficile, c'est pas ça. Le plus difficile, c'est de savoir ce qu'on raconte, pour qui on le raconte et où on le raconte. Donc, ça se fait généralement sur place, sur le site du client. Donc, il suffit d'aller sur tarka-media.fi, puisque je suis basé en Finlande, mais je viens souvent en France. Et sur ce site-là, il y a tous les renseignements pour venir. Après, il y a des gens qui sont parfaitement compétents en France aussi pour faire ça, et qui ont pour le coup des lieux de formation. Il y a par exemple samsa.fr qui est basé à Paris et qui a des locaux, qui est probablement la plus grosse boîte de formation. C'est mon copain Philippe Couve qui gère ça. Il y a Laurent Close aussi avec sa boîte 1010 qui fait des formations sur place. Mais tout ça, on le retrouvera, j'espère, dans les notes d'épisode. Bien sûr, je les ajouterai. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça, évidemment. Merci Guillaume. Merci. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. On voit vraiment que la technologie nous permet de créer du contenu de plus en plus qualitatif avec du matériel qui tient dans notre poche. N'hésitez pas à nous dire si vous utilisez déjà votre smartphone pour créer, et si vous avez des accessoires à nous recommander, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Twitter ou sur la page Facebook de Dans la Poche. Avant de partir, n'oubliez pas également que vous pouvez laisser un avis et une note à ce podcast sur Apple Podcast. Ça vous prend quelques secondes et ça m'aide à référencer Dans la Poche pour le faire découvrir à plus de gens. Évidemment, au-delà de cette note, vous pouvez en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me mentionner, tous les liens sont dans la description. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très vite dans votre poche.